Fighting Noise, a non-noise podcast. J'ai lancé No Noise fin 2024 car la pollution sonore est un sujet majeur qui manque clairement de visibilité et d'investissement, notamment en tech. Pourtant, il existe déjà des acteurs qui se battent au quotidien pour rendre ce quotidien plus calme, plus agréable, en informant, en formant, en régulant. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir dans Fighting Noise aujourd'hui Justine Monroe du Centre d'information sur le bruit. Merci Justine, bonjour. Le Centre d'information Bonjour. sur le bruit, le CIDB, a été créé en 1978. C'est quoi l'évolution que tu vois du bruit depuis 47 ans, même si j'imagine que ça n'est pas 47 ans que tu es dans le CIDB? Non, ça fait pas 47 ans que je travaille au CIDB, mais en tout cas, la lutte contre le bruit ou la gestion de la pollution sonore a beaucoup évolué depuis cette date de 1978. C'est pas tellement les sources de bruit qui ont changé, même s'il y a une évolution de la société, mais c'est surtout la prise en compte du bruit dans les politiques publiques. On parlait avant de nuisances sonores, de gêne, du côté un peu subjectif du bruit. Et en fait, depuis quelques années seulement, on parle enfin de pollution sonore, donc d'une pollution objectivée comme celle de la pollution de l'air. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Peut-être pour nos auditeurs, commençons par te présenter. Qui es-tu, Justine? Alors, je suis Justine Monroe, je travaille au Centre d'information sur le bruit depuis 5 ans. Je suis responsable de la communication et des ressources sur le bruit. En fait, au CIDB, on est avant tout une sorte d'agence de communication d'utilité publique en faveur de la qualité de l'environnement sonore. Une agence de communication qui est une association. Donc, le CIDB, je disais, a été créé en 1978. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une association loi 1901 qui a été créée en 78 par des institutions publiques et puis aussi par des acteurs privés comme Saint-Gobain à l'époque, le fabricant de matériaux du bâtiment. Et puis ensuite, on a été déclaré d'utilité publique en 2007, ce qui nous donne une légitimité d'intérêt général pour agir en faveur de la qualité de l'environnement sonore. Et c'est une association qui est une association d'information, de communication, de documentation. Donc on est là en fait pour informer, pour sensibiliser, pour prévenir et non pour défendre. C'est vraiment notre statut et on est à ce jour la seule association nationale comme ça en France, voire dans le monde. On a peut-être des homologues un peu ailleurs, mais en tout cas, c'est vraiment une entité très particulière avec un statut unique. Et toi-même, tu as, je crois, une formation de juriste, mais ce n'est pas une Oui. association de défense. Pourquoi Non. le lien entre ton métier de juriste et ce métier d'information? Alors oui, je fais aussi de l'information juridique parce que j'ai un statut de juriste, une formation de juriste, mais je ne vais pas faire du conseil ni accompagner les personnes qui se plaignent du bruit, qui sont confrontées à un problème de bruit, en justice. Moi, mon rôle, c'est de ne pas arriver en justice, puisqu'on sait que les procès sont longs, sont coûteux, parfois durent 10 ans, alors qu'il aurait fallu une bonne médiation entre les voisins ou de correction technique pour que le problème soit résolu. Donc en fait, je fais de l'information, j'informe les gens des droits qu'ils ont, des démarches qu'ils peuvent suivre, des personnes à contacter, et ça peut régler bien des problèmes avant tout recours pénible en justice. Voilà, donc c'est de l'information juridique en fait, j'explique aux gens comment ça fonctionne. Tu parles à la première personne. Le CDB, ça représente combien de personnes? Et aujourd'hui, quel est le service, comment accéder au CIDB pour des personnes qui se plaignent du bruit? Oui, alors nous on est 8 au CIDB. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous un profil différent, une formation différente. Moi, je suis juriste, donc si on a une question sur le juridique un peu poussée, on peut me la poser, mais tous mes collègues sont formés au juridique aussi. J'ai un collègue qui est spécialiste des matériaux, de la technique. J'ai un collègue qui est psychologue de l'environnement. Il y a 2 psychologues de l'environnement. Voilà, on a tous un petit peu des profils différents. Mais on est tous capables de répondre, on a tous l'expertise pour répondre aux gens sur les questions à la fois juridiques, techniques, scientifiques, psychologiques, sociologiques, tout ça. Et
toute personne, que ce soit un particulier, un professionnel ou une collectivité, peut nous poser une question sur le bruit ou peut nous faire part d'une remarque, d'une suggestion et nous, on est là pour avant tout écouter et ensuite donner des informations. Donc en fait, tout le monde peut nous joindre chaque matin par téléphone ou par mail et on y répondra avec plaisir. C'est vraiment, notre rôle, c'est l'écoute et les Et réponses. ça représente combien de questions ou de dossiers par an, par mois? C'est quoi la volumétrie aujourd'hui des personnes? Parce que finalement, il y a quelque chose d'un peu confidentiel dans le centre d'information sur le bruit. C'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur No Noise. Et quelles sont les volumétries? Alors je crois que c'est à peu près, 1 millier de plaintes qui nous sont envoyées par an et qu'on traite, c'est-à-dire, les réponses qu'on donne pour les particuliers, hein. Mais je suis plus certaine, on sort notre rapport d'activité dans quelques jours, donc j'ai plus les chiffres, mais c'est, en tout cas une dizaine d'appels par jour, tous les matins, et après on reçoit un certain nombre de mails. Après, on va pas forcément suivre les dossiers jusqu'au bout parce qu'en fait, nous, on est là pour faire le premier point d'entrée. Mais en tout cas, on a ça et puis on a, plusieurs dizaines de rendez-vous, que l'on donne à des particuliers et nos bénévoles acousticiens. Parce qu'on a aussi cette capacité, c'est de mettre en relation des gens avec des acousticiens pour des projets de rénovation acoustique, d'aménagement, de travaux dans leur appartement. Donc en fait, il y a aussi des rendez-vous en présentiel qui sont possibles. Donc en fait, on est fortement sollicité. On l'a été, beaucoup moins pendant la période, Covid, mais aujourd'hui ça revient, en force. On est extrêmement sollicité. On essaye de répondre, à tout le monde dans les Aux entreprises également ou juste aux particuliers? les entreprises aussi peuvent nous poser des questions ou en tout cas, on les met en relation avec des personnes, compétentes. C'est-à-dire qu'en plus, comme on tient un annuaire des acteurs de l'environnement sonore, ça nous permet d'avoir toutes les adresses, tous les Mmh. contacts et donc si une entreprise cherche, une agence de l'environnement ou un bureau d'études avec lequel travailler, on a les contacts, ça on est capable de le faire. Notre utilité publique, c'est vraiment répondre aux particuliers. Et à côté de ça, on répond très bien aux professionnels, surtout qu'on a des partenaires avec qui on travaille et avec qui on tisse un réseau et avec qui on organise des colloques, des webinaires, des rencontres de professionnels, quoi. On a vraiment, ces 2 casquettes, enfin ces 3 casquettes avec les collectivités. J'aimerais reparler un peu de cet écosystème du bruit. Le CIDB est un acteur majeur. Il y a également le Conseil national du bruit. En Île-de-France, il y a Bruit Paris. Est-ce que tu peux justement essayer de réordonner un petit peu cet écosystème du bruit et de la pollution sonore pour nos auditeurs et auditrices pour bien comprendre à qui s'adresser et comprendre qui se bat finalement pour cette cause en France? Oui, alors nous, notre portée au CIDB, elle est nationale. C'est-à-dire que nous, on va être le centre d'information national. Donc, on répond à tout le monde, on se déplace partout et voilà, c'est vraiment une portée sur tout le territoire, français. Et même international parce que parfois on travaille avec les pays, limitrophes ou francophones. Ensuite, sur le territoire, il y a des observatoires régionaux comme Bruit Paris. Bruit Paris est l'observatoire régional de l'Île-de-France. Acousité est l'observatoire régional, plutôt du sud de la France. Ils sont basés à Lyon, ils font la région Rhône-Alpes et aussi un petit peu le sud. Il y a des observatoires comme ça un petit peu partout en France, ce qui, eux, leur permet de faire, par exemple, des mesures sonométriques. Ce que nous, on fait pas du tout. Nous, en fait, on chapeaute un petit peu tout ce qui se passe et on organise des rencontres entre tous les territoires possibles et inimaginables. Mais au niveau régional, c'est plutôt les observatoires à qui il faut s'adresser. Mais tout ça, c'est des gens qui sont là pour aider les autres gens. On n'est pas du tout des autorités administratives. L'organisation administrative de la gestion du bruit, elle peut s'avérer complexe, mais si on a un doute, si on ne sait pas à qui s'adresser, il ne faut pas hésiter à contacter le CIDB et nous, on vous explique. Simplement, le garant de la tranquillité publique sur un territoire, c'est le maire. Donc, il faut toujours essayer de s'adresser à la commune quand on a un problème avec le bruit. Et après, il y a des subtilités. À Paris, ils se répartissent les compétences avec la préfecture de police. Parfois, la préfecture va jouer un rôle.
Ça peut s'avérer complexe, mais nous, on est capable de l'expliquer et c'est quasiment le même système de principe de fonctionnement dans chaque région, dans chaque département. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autorités administratives différentes, compétentes, selon la source de bruit, etc. Mais une fois qu'on a les bons contacts, ensuite, tout va plus vite et il faut pas hésiter à demander, quoi. Parle des communes, vous formez les communes à mieux gérer ces problèmes de bruit au CIDB. Est-ce que les communes, au-delà de vos formations, ont les outils pour mesurer, pour cartographier, pour agir contre le bruit? Alors oui et non, ça dépend des communes. En fait, effectivement, le maire est garant de la tranquillité publique et il dispose de pouvoirs de police pour agir. Donc il est dans l'obligation de le faire, de garantir à ses administrés la tranquillité, en fait. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, le maire était de plus en plus seul face au bruit et n'avait pas toujours les moyens de faire des constats avec un sonomètre, parce qu'un sonomètre, ça coûte cher et puis après, il faut l'étalonner, il faut le faire vérifier pour qu'il soit en bon état de fonctionnement. Donc, généralement, les plus grosses communes, celles qui disposent d'un service dédié, ont les moyens de faire les mesures. Les plus petites communes, parfois non. Et puis, ça dépend des choix politiques qui sont faits et de là où on met l'argent. On s'est rendu compte en plus que les ARS, les agences régionales de santé, comme elles sont autonomes, elles décident de leur mission, de leur champ d'action. Et peu à peu, elles se sont désolidarisées des questions du bruit. Avant, certaines d'entre elles aidaient beaucoup les communes, notamment en faisant des mesures à la place des communes. Enfin, elles avaient un mandat pour le faire. Mais petit à petit, les ARS ont dit aux maires, non, maintenant, débrouillez-vous. En gros, nous, on va agir sur d'autres sujets. Il y a les pandémies, la légionelle, il y a d'autres sujets sanitaires. Donc, c'est à vous d'agir et c'est à vous d'acheter un sonomètre, etc. Donc, en fait, on réfléchit depuis les dernières assises de l'environnement sonore qui ont lieu en 2022, comment accompagner le maire, comment l'aider déjà à comprendre la réglementation et puis à faire des constats à l'oreille, à suivre les dossiers, à prendre des sanctions, à faire des actions de médiation. Donc, pour faire des constats sonométriques, il y a une idée, c'est de se rapprocher de son intercommunalité. Pourquoi les maires ils se réuniraient pas en agglomération, en communauté d'agglomération et partageraient pas un sonomètre pour plusieurs communes? Tout ça, c'est des idées. Et ça, nous, on les donne beaucoup aux maires comme idée et puis à travers aussi le Conseil national du bruit. Et puis nous, le CIDB nous-mêmes, on mène des actions de formation qui sont payantes pour les communes, mais en gros, ça leur permet d'être formés, d'avoir la sermentation pour faire toutes les mesures, etc. Et on a une formation constat des bruits de voisinage, une formation à la médiation, une formation à l'acoustique du bâtiment pour avoir les notions principales et une formation à la gestion des lieux diffusant des sons amplifiés. Donc voilà, donc il y a beaucoup de maires qui nous sollicitent pour être formés par nos soins chaque année. J'entends tous les efforts qui sont faits. Et la question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs, des lobbies qui n'ont pas d'intérêt à ce que l'on régule le bruit et la pollution sonore des lobbies identifiés? C'est pas forcément une réponse facile à donner, mais je trouve que c'est intéressant pour comprendre aussi en tant que particulier ou qu'entreprise, quand on travaille sur ce sujet, on se rend compte qu'il y a une forme de résilience. OK, donc il y a de la formation à faire, mais y a-t-il des personnes qui travaillent contre le CIDB, contre le Conseil national du bruit, parce qu'ils n'ont aucun intérêt que ça passe? En fait, pas vraiment, mais c'est juste que nous, on doit aussi sensibiliser les bruiteurs, les fauteurs de bruit au fait que lutter contre le bruit, ça ne veut pas dire lutter contre l'activité économique, contre l'activité culturelle, contre l'activité sociale, musicale, etc. Donc en fait, les grands acteurs l'ont très bien compris et eux aussi font de la sensibilisation, c'est-à-dire que une association comme Agissant, qui s'occupe des lieux diffusant des sons amplifiés, travaille beaucoup aussi avec les exploitants de lieux musicaux, les exploitants de salles de concert, de festivals, pour les sensibiliser au fait que on peut protéger le public et les riverains tout
tout en organisant des lieux, des événements culturels et festifs. Donc, les gens qui chapeautent tout ça sont très conscients et essayent de sensibiliser les exploitants qui sont sur le terrain. Donc, personne n'essaye de combattre la lutte contre le bruit, mais tout le monde essaye de maintenir son activité. Par contre, on a bien vu avec les progrès technologiques que c'était facile de concilier activité économique, attractivité du territoire et tranquillité. Il y a plein de choses qui existent. Il faut les faire connaître. On va en parler du label Quiet dans une seconde. Avant ça, une question sur la régulation. Est-ce que la régulation évolue dans le bon sens avec le temps? Je prends un sujet qui revient très, très régulièrement quand on parle de la pollution sonore, c'est le bruit des motos. Le bruit de la mobilité, c'est le bruit principal, mais notamment le bruit des motos et des radars acoustiques qui permettent de détecter un volume sonore trop important qui dépasse un certain nombre de décibels. Et est-ce que la régulation va aller dans un sens qui va permettre aussi d'augmenter l'investissement? Parce que c'est souvent la régulation qui fait avancer l'investissement. Si on voit que ça va être régulé, il y a un potentiel d'investissement à terme. Est-ce que cette régulation va vraiment aider la cause de la pollution, de la lutte contre la pollution sonore dans les 5 à 10 ans à venir? Pour l'instant, il y a plein d'actions menées aujourd'hui qui sont vraiment en phase d'expérimentation ou alors qui en sont à leur début. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à quantifier l'impact que ça va avoir sur la pollution sonore. La pollution sonore, c'est 147 milliards d'euros, le coût social du bruit en France et par an. Donc c'est énorme. C'est comme la pollution de l'air. Aujourd'hui, on a quantifié ça. Maintenant, on verra, je pense, dans plusieurs années, comment ces actions-là ont permis de réduire ce coût social. Les radars, ils sont encore expérimentés. Ils arrivent en ce moment à sanctionner. Ça ne fonctionnera que quand ça sera en phase de sanction. Donc, on ne peut pas le dire encore. Le but, c'est quand même d'accompagner toutes ces actions par des actions de sensibilisation. Et je pense que c'est ça qui va marcher. Sensibiliser, informer le public, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un radar tout seul et puis pas expliquer aux gens ce qui se passe. Le but du jeu, c'est vraiment de dire aux gens, bah voilà, quand vous avez un mauvais comportement sur la route, oui, vous pouvez être sanctionné par le radar et prendre une amende, mais vous pouvez aussi, ça peut permettre de réaliser que vous êtes auteur d'un bruit qui pourrait vous gêner si vous êtes piéton, si vous habitez à proximité d'une route, si votre bébé essaye de dormir dans votre appartement et qu'il y a une moto qui pétarade en bas. C'est faire prendre conscience aux gens qui sont aussi acteurs et victimes du bruit. Et généralement, avec des bonnes actions de communication, ça peut fonctionner. Généralement, les gens ne se rendent pas compte des nuisances qu'ils créent vis-à-vis de leurs voisins. C'est du vivre ensemble, en fait. On se rend compte du bruit qui nous gêne, mais pas du bruit qui gêne les autres. Ok, la sensibilisation et l'information au cœur de la stratégie de changement et du CIDB, de l'action du CIDB. C'était hyper intéressant. Je te propose de stopper cette session de questions-réponses et pour passer sur le format de la discussion. Merci Justine. Merci. Justine, merci de ces questions-réponses. Passons un peu à la partie discussion. Déjà, bravo. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, ça fait 5 ans que tu fais partie du CIDB. Ça fait 47 ans que ça existe maintenant. Et je trouve qu'il y a peu d'acteurs. Et tu disais, c'est quand même un enjeu, beaucoup de sensibilisation, d'information. Quand j'entends les chiffres, vous recevez 1000, 2000, en fonction de la façon dont on analyse ces chiffres, appels ou demandes par an. Mais le bruit, ça concerne tout le monde. Et quand je parle de bruit autour de moi, tout le monde me dit ah oui, en effet, la moto me gêne, le chantier de construction me gêne, l'usine à côté me gêne, etc. Donc, théoriquement, tout le monde pourrait appeler une fois dans l'année en disant j'ai un problème de bruit. Comment tu vois cette différence entre l'offre et la demande, où l'offre est plus importante que la demande, alors que la demande devrait être massive?
Bah, déjà parce que, je pense qu'il y a des gens qui, saisissent les bons contacts, tout de suite, enfin qui s'adressent, un peu plus facilement, à la police ou à la mairie pour régler leurs problèmes ou qui arrivent à régler leurs problèmes, avec leurs voisins. Mais c'est sûr qu'il faut encore qu'on se fasse connaître, hein, parce que, si on existe, c'est pas pour rien. C'est sûr que moi, quand je me balade quelque part ou que je rencontre une nouvelle personne et que je parle de mon métier, la personne a un problème de bruit. Tout le Tout le monde a monde un a un problème de problème de bruit. bruit, surtout les citadins comme les ruraux, hein. Il y a plein de cas différents. Ouais, c'est étrange, surtout, par exemple, lors de notre permanence, on se rend compte qu'il y a des gens qui souffrent du bruit depuis 10 ans et qui n'ont jamais rien dit. Alors, faudrait demander à mes collègues, psychologues, de l'environnement, ça doit s'expliquer, sans doute par le côté un peu subjectif, on n'est pas tous égaux face au bruit aussi, c'est une question, heu, d'inégalité aussi, hein, plus on est pauvre, plus on subit, les nuisances sonores, hein, ça c'est sûr. Donc est-ce qu'on ose moins se plaindre? Je sais Parce pas qu'il y a et d'autres problèmes puis, aussi. Moi, je trouve qu'il y a une forme de résilience. Je sais pas si tu le ressens aussi, une forme de résilience dans le bruit. C'est que, oui, il y a du bruit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le bruit? Quand j'ai parlé de noneuses, même à mes voisins, et on a la même vie techniquement en termes de acoustique, une vie acoustique très proche, c'est, oui, mais on peut rien faire contre ça. On peut rien faire contre le bruit du marteau-piqueur dans la rue, contre le, Heu et là où je me dis: «Cette résilience, pourquoi, en fait?» Alors, les populations à faible revenu peuvent avoir d'autres problèmes dans la vie que le bruit, en effet, il faut se nourrir, se loger, se chauffer et cetera. Mais finalement, pour cette résilience, tu la ressens aussi? oui, oui, bien sûr, c'est régulièrement qu'on nous dit: «De toute façon, il y a rien à faire et puis de toute façon, on nous écoute pas» ou voilà, il y a une défiance, enfin voilà, une méfiance vis-à-vis, des autorités publiques aussi parce que, si quelqu'un a appelé une fois la police et que la police n'a pas dressé de PV, c'est tout de suite vécu comme un échec, alors qu'il y a d'autres choses et puis, j'imagine aussi que le bruit, c'est vécu on nous a quand même beaucoup dit que plus c'est sonore, plus il y a de la vie. Donc de la vie économique, donc peut-être une ville en bonne santé, c'est une ville bruyante, tout ça. Donc les gens s'imaginent que c'est normal de subir des nuisances parce que ça veut dire que le pays marche bien aussi. Enfin ça date, enfin c'était comme ça avant, c'est sûr que, c'est vécu aussi par d'autres cultures comme ça. C'est-à-dire plus il y a du bruit, mieux c'est parce que ça veut dire que ça vit et on l'a vu quand il y a eu la crise sanitaire et les périodes de confinement, il y a des gens que ça a angoissé le silence parce que ça c'était peut-être synonyme de maladie ou de mort quoi. Enfin c'est vraiment ou en tout cas de baisse d'activité, humaine. Donc il y a eu aussi un certain, bah, il faut vivre avec quoi. Mais et puis c'est des choses qui sont mal connues, mais bon, il y a plusieurs années, on parlait très, très peu de la pollution de l'air. On en parlait comme on savait même pas que ça existait, puis après on en a parlé comme d'une fatalité et puis maintenant on s'empare du sujet et les gens sont beaucoup plus sensibilisés. Donc ça change un peu C'est la comparaison avec que je le fais très bruit. souvent en disant que le CO2 était un sujet, qui n'a pas été touché, qui a été vu comme un mal, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est 500 milliards d'investissements, dans le monde contre le CO2 lié au changement climatique. Après, ce que j'entends aussi de temps en temps, c'est: «Oui, mais le CO2, la pollution de l'air, le changement climatique, ça concerne tout le monde. Ça me concerne moi, ça concerne mes enfants, quel que soit, ça concerne tout le monde». Et donc j'entends des investisseurs me dire: «J'ai envie d'investir parce que ça concerne mon entourage également». Alors que le bruit, ça ne concerne que les hypersensibles. Et c'est vrai qu'hier, je préparais un épisode qui va sortir sur les neurodiversité, la neurodivergence, et les personnes qui souffrent de ADHD, qui souffrent d'autisme et autres, qui sont particulièrement sensibles au bruit. Malgré tout, ça concerne tout le monde. Et les effets du bruit, l'augmentation du stress, de la pression artérielle, les maladies liées au bruit, c'est comme la deuxième cause de morbidité dans le monde après le CO2, la cause environnementale. Heu, j'ai l'impression que ce n'est pas su. Les gens n'ont pas conscience qu'on parle d'un problème de santé et pas simplement
d'une légère nuisance. Oui, parce que alors le bruit, c'est un risque invisible. On Pour l'instant, les gens ne savent pas qu'on peut en mourir. C'est normal, c'est assez complexe à comprendre que ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des AVC, tout ça. C'est difficile à appréhender. Même moi, avant de travailler, au centre d'information sur le bruit, je ne savais pas. On pense que le bruit rend sourd et puis quand on est sourd, bah, si tout le monde est sourd, de toute façon, ça causera pas vraiment de soucis. Bah, oui, non, mais c'est vrai qu'on entend ça aussi, hein, bah, si tout le monde est sourd, tout le monde est sourd et puis c'est tout. On pense pas aux autres effets auditifs, aux acouphènes, à l'hypersensibilité parce qu'on peut devenir hypersensible, hein. Ça s'appelle l'hyperacousie et c'est hyper fréquent. C'est-à-dire qu'on devient hypersensible du jour au lendemain et c'est pas forcément, que les gens avec, des troubles autistiques, qui peuvent, connaître ça. Donc vraiment c'est pour ça qu'on existe et puis aussi il y a un effet à retardement. Il y a des effets immédiats, du bruit sur notre santé. On peut devenir sourd temporairement, du jour au lendemain, ça arrive. Mais aussi, on a, un cumul de la dose de bruit qui arrive et qui fait que, bah, à 55 ans, on peut devenir sourd parce qu'on a trop subi le bruit, dans notre vie et ça, c'est dommage. Le but du jeu, c'est de se prévenir pour guérir notre vie après 40 ans, quoi. Parce que c'est un peu comme l'amiante. Il y a des gens qui ont pris des doses d'amiante toute leur vie et ils ont un cancer à 45 ans ou à 50 ans. Et avant, ils avaient pris de l'amiante, tout allait bien. Mais en fait, c'est pareil. La dose de bruit, on l'accumule, en fait. Oui. Donc, C'est pas l'amiante de 2020 ou de 2010 qui était plus toxique, c'est que c'est aussi cette accumulation du bruit. J'en discutais avec une psychothérapeute spécialisée sur le sujet. Un épisode à écouter d'ailleurs sur Fighting Noise, Sandra Huret, qui expliquait que les jeunes générations, les jeunes sont de plus en plus touchés par le bruit et ont de plus en plus de problèmes d'audition. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient pour la journée mondiale du bruit qui avait lieu le 3 mars, a notamment communiqué énormément sur le fait que écouter de la musique fort ou jouer à des jeux vidéo trop forts, etc., touche à l'ouïe. Donc moi, je suis toujours un peu entre deux sur ce sujet parce que c'est des personnes qui peuvent individuellement changer ça. Mais c'est vrai que de plus en plus de monde est touché de plus en plus sévèrement par le bruit. Maintenant, est-ce que tu vois une évolution? Ce qui m'intéresse avec No Noise, c'est de pousser les investissements sur la technologie pour lutter contre l'émission de bruit et améliorer aussi les conditions de confort quand il y a un bruit qu'on ne peut pas éviter parce qu'on ne mettra pas un niveau sonore à zéro. En effet, c'est inimaginable. Mais voilà, est-ce que tu penses que les technologies avancent dans le bon sens? Est-ce que tu vois des choses émerger, des solutions dont tu aimerais parler qui ont permis d'améliorer les choses? oui, il y a plein de choses et d'ailleurs, nous, on organise pour le compte du CNB, une cérémonie qui s'appelle les décibels d'or et qui récompense, tous les 3 ans, les innovations technologiques, mais aussi la recherche, sur, la lutte contre, la pollution sonore. Et il y a des choses incroyables, qui existent et on a des universités qui sont, précurseurs en France, sur les sujets de l'acoustique et des solutions qui sont trouvées. Le Mans Université, l'université Gustave Eiffel, tout ça, c'est, des pôles d'excellence sur les sujets comme ça. Qu'est-ce que je pourrais voir, là? En fait, il y a plein de choses, hein, selon les sources de bruit, il y a plein de choses qui existent, hein, il y a une société Greenov qui a créé, des sortes de rideaux acoustiques, mais c'est plus qu'un rideau acoustique pour, limiter l'impact du bruit des chantiers maritimes sur la biodiversité marine, donc qui impacte un petit peu, les foreurs, et ça, c'est beaucoup parce que c'est des installations de forage pour les éoliennes en mer, donc ça explose, hein, aujourd'hui. Bah, du coup, ils créent des systèmes de protection qui va limiter les vibrations et l'émission de basse fréquence pour la biodiversité, mais aussi pour le rivage. Donc ça, c'est en fait sur toutes les sources de bruit et sur tous les impacts possibles, il y a des gens qui travaillent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Des matériaux de construction, très innovants, en plus qui deviennent de plus en plus, économie circulaire, avec du réemploi, tout ça.
des murs anti-bruit, toujours plus, performants, pour le bruit routier, heu, beaucoup de choses. Là, je sèche un peu tellement il y a d'innovations qui sortent, Écoutez, quoi. pour les auditeurs et auditrices qui écoutaient ce podcast, écoutez les autres épisodes. J'en ai interviewé quelques fondateurs. Il y a quelques semaines, la fondatrice de Safe qui est, par exemple, qui propose une solution qui permet aux cols bleus dans l'industrie de communiquer entre eux dans un environnement bruyant et donc de ne plus enlever leur protection individuelle. Il y a comme ça pas mal de solutions et je vais continuer à interviewer le maximum de fondateurs sur le sujet. Mais la technologie aide à faire ça. Mais tu disais, il y a une vraie diversité de la pollution sonore, du bruit, des sources de bruit. Et j'ai tendance à synthétiser en disant il y a des problèmes de mobilité, des problèmes au niveau industriel, des problèmes au niveau du BTP, de la construction, et des problèmes sur la vie sociale. Et de prendre ces 4 grandes verticales. Dans la vie sociale, on pourrait ajouter la partie bureau, vie de bureau notamment, mais aussi autour de la résidence. Il y a plein de sujets un peu connexes ou qui s'entrecroisent entre ça. Il y a pas longtemps, on m'a parlé, je pense qu'on fera un épisode dessus, des bruits techniques, par exemple, qui peuvent toucher des personnes qui, en call center, vont se prendre des bruits techniques et générer des acouphènes, voire des pertes auditives liées à ces bruits-là. Et quand on est toute la journée au téléphone, le risque est élevé, deux, en plus, il est incontrôlable. Donc, il y a énormément de sources de bruit. Et ça amène quand même une vraie complexité, je trouve. Et je ne sais pas ce que tu en penses sur à trouver des solutions quand le bruit, c'est un sujet chapeau pour beaucoup de sources différentes. On me dit souvent, no noise, tu veux solutionner la pollution sonore, c'est quoi ta solution? Il n'y a pas une solution. On va aider à financer les dizaines, des centaines de solutions pour les centaines de sources. Oui, bien sûr. Ah bah, oui, 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 c'est sûr, il y a pas une solution, ça c'est sûr. On va pas tous vivre avec un casque anti-bruit en permanence, dans la vie, c'est pas, possible. Que certains m'ont dit. On Des a jeunes m'ont besoin dit de nos ça. oreilles pour communiquer. Ouais, Ça- bah, en ça- fait, on a besoin de nos oreilles pour communiquer, pour profiter, de la vie, puis même dans plein de situations, on ne peut pas, se doter d'un casque anti-bruit en permanence. Et puis il y a les vibrations aussi qu'on peut, ressentir donc le but du jeu, c'est pas de vivre dans sa bulle, entièrement et de vivre, avec un casque anti-bruit, ça c'est sûr. Même si c'est une solution pour plein de choses. Le casque à réduction, de son de bruit, tout ça, il y a une récente étude pourtant, par exemple, le casque à réduction de bruit qui est utilisé par plein de gens qui ont détourné le casque à réduction de bruit pour plein d'usages, pour, être dans les transports, mais ça a ses inconvénients aussi. On se demande si ça a pas un impact sur le cerveau parce que le cerveau doit rester alerte, et grâce à l'oreille, il reste alerte. Enfin, nos oreilles, elles sont là pour repérer les dangers et ça pourrait un peu ralentir le fonctionnement, neurologique, en fait, d'être un peu coupé du bruit, parce que ça nous coupe aussi du son et des sons dont on a Et des sons dont besoin. on a besoin. Heu, Les casques ANC travaillent sur l'analyse de certains. Alors, l'intelligence artificielle permet de rendre ça de plus en plus fin, mais travaille sur des bandes de fréquences particulières, par exemple, enlever les basses fréquences qui peuvent gêner, même si c'est très, très difficile, et enlève des bandes complètes de fréquences. Mais tu as raison, on peut enlever le bruit, certains bruits de la nature dont on a besoin aussi et qui vont éveiller des parties dans le cerveau quand on, j'ai justement, il y a quelques jours, une étude là-dessus qui montrait les parties du cerveau activées en fonction des typologies de sons, de bruits qu'on pouvait entendre, et l'environnement, pareil sur la vue. Et c'est comme vivre avec des œillères. Mais j'entends des jeunes qui me disent, en soi, c'est pas un problème parce qu'on va tous, de toute façon, on a nos casques à réduction de bruit en permanence sur les oreilles, qu'on garde même pour discuter. Et donc, en soi, le bruit n'est plus un problème. Ce qui est, je trouve, assez triste. J'imagine pas que tout le monde vivra en permanence avec ses casques ANC. C'est pas la vie que j'imagine pour moi, pour mes enfants. Donc j'espère que ça restera une petite partie. Mais il y a un vrai travail comme ça pour comprendre les effets du bruit. bah, parce que bah, oui, c'est sûr, parce qu'en fait, les gens pensent que, autour de nous, il y a, le bruit et c'est le bruit ou le son. Mais en fait, il y a une diversité, des sons qui composent notre environnement sonore qui est absolument fondamentale pour notre éveil, pour notre culture, pour, nos fonctions neurologiques. C'est la diversité des sons
Et si on camoufle une partie du bruit, on n'a pas ce côté vivifiant, quoi, de la diversité du paysage sonore, en fait. Et en fait, il faut pas travailler que sur la quantité de bruit et pas que sur les décibels. Faut travailler sur le sensoriel, l'éveil au sensoriel de manière qualitative, quoi. Et c'est bien de pas tout se couper de tout non plus et pas trop souvent, en fait. Mais je comprends les gens, c'est normal. Ils trouvent des solutions pour se protéger qui sont pas trop chères maintenant, qui sont accessibles. Donc, c'est déjà un pas. Et surtout, je pense qu'il faut quand même travailler sur le bruit à la source avant de demander aux gens de faire des efforts individuels. Par exemple, il y a plein de choses qui sont faites pour essayer de contrôler le son d'un festival, par exemple, pour éviter que ça, ait un impact sur le public et sur les riverains. Bah, il y a plein de gens qui travaillent sur le bruit aux enceintes ou à la table de mixage pour trouver des fonctionnements, des directivités de son qui vont faire que, effectivement, il faut que les gens quand même continuent un peu à porter des bouchons d'oreilles quand ils sont devant la scène, mais en tout cas, si on réduit déjà le bruit à la source, on réduit le niveau sonore qui est diffusé Oui. sur les gens en global. Donc en fait, c'est pareil que dans une usine. Si on arrive à réduire le bruit d'une machine, on a déjà fait 50% Plutôt qu'équiper tout le monde de casques, ou l'exemple de la moto qui réveille 10 000 personnes à 2 heures du matin en passant dans les rues. Soit on met 10 000 bouchons d'oreilles dans les personnes qui dorment chez elles, soit on fait attention de soit réguler le bruit de cette moto ou de faire des moteurs qui soient moins bruyants ou des pots d'échappement qui soient moins bruyants, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Là où la technologie évolue aussi, c'est qu'on est de plus en plus fin. Je pense beaucoup aux installations urbaines de type piscine, parc et autres qui ont des messages. Alors je te vois, je te laisserai réagir, mais Ouais, c'est vrai. et avec des enceintes qu'on entend parfois partout dans la ville, les stades. C'est un vrai sujet. Et d'entendre les enceintes de stade partout dans la ville, aujourd'hui, on est capable d'avoir des enceintes unidirectionnelles. Donc, est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut... parce que finalement, c'est peut-être un coût supplémentaire pour les équipements. Est-ce qu'il faut légiférer? Comment tout ça est classifié? Pourquoi ça n'avance pas plus vite alors que la technologie existe? Alors sur la sonorisation des rues, il y a quelques petites choses et puis ça commence même sur les klaxons, l'usage des klaxons dans la ville, tout ça. Il y a une base, hein, après peut-être que c'est moins contrôlé effectivement, mais oui, on peut faire mieux. Et puis ce qui est intéressant de faire, c'est de voir comment les autres pays fonctionnent et de voir comment ils fonctionnent avec les enceintes. Mais par exemple, pour les enceintes, je connais moins le sujet, mais par exemple pour les klaxons, il y a différents systèmes de klaxons qui existent. Il suffirait d'en choisir un qui soit plus lumineux que sonore. Parce que quand on habite dans un quartier comme le 17e arrondissement de Paris, on est entouré par les hôpitaux, les commissariats de police, le palais de justice, la prison. Donc en fait, on a sans cesse des klaxons dans la ville. Une personne qui est chez elle toute la journée en télétravail, bah, la fenêtre ouverte subit des klaxons toute la journée. Donc en fait, c'est agir sur les comportements, c'est facile, en incluant dans les discussions le commissariat de police, tout ça, mais on peut aussi trouver des alertes sonores qui soient plus compatibles avec la ville. Tout ça, oui, bah, ça représente un coût, mais quand il y a une vraie volonté politique, ça marche, hein. Par exemple, pour reprendre les stades, à Madrid, ils ont eu, je crois que c'était après des concerts ou des matchs de foot ou les deux, je crois. Il y a eu une mise en demeure, deux, parce que le stade était trop bruyant, trois, et je crois que c'était à cause, il y avait un cumul entre la diffusion de la musique, des alertes sonores, enfin Oui. des enceintes, des messages et du public. Et au troisième coup, interdiction, ils ont fermé le stade et il y a eu un match important de l'équipe de Madrid qui n'a pas pu se faire D'accord. à cause du bruit. Et ça, bah, quand ça fonctionne et quand on va jusqu'au bout, ben, ça calme Ça le calme jeu, le quoi. jeu. Ce qui est intéressant Mais en il termes faut de communication pour le coup, parce que ça permet de comprendre, si on entend ça, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème
et qu'il faut travailler le sujet de façon un peu plus grande. Il y a des interactions entre le CIDB et d'autres pays européens? Il y a des CIDB dans chaque pays? On pense que oui, on voit c'est pas le même système parce que forcément les pays n'ont pas le même fonctionnement. Il y a beaucoup de luttes d'associations de défense en Suisse, en Belgique, dans les pays francophones qu'on connaît. Après, un centre de documentation comme ça, on pense qu'on est le seul au monde. C'est-à-dire qu'on a aussi une bibliothèque de 13 000 ouvrages uniquement sur le bruit, en français, en anglais et dans d'autres langues. Ça, on n'en a pas trouvé ailleurs, à part certaines universités, mais c'est très universitaire. Et ensuite, on a des homologues qui pourraient se rapprocher de ce qu'on fait. Mais c'est jamais le même fonctionnement, ça ressemble. En tout cas, on a les mêmes missions, on a les mêmes envies. Il y a le cercle bruit en Suisse qui fonctionne un peu de la même manière, mais qui va pas avoir forcément les mêmes compétences, ou en tout cas les mêmes financements. Mais on arrive toujours à trouver un copain dans les autres Voilà, mais pays. je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, pour créer une dynamique encore plus importante à l'échelle européenne. Ce podcast, il est diffusé en français, en anglais et en allemand pour justement se faire à l'échelle de l'Europe. Je pense qu'il va falloir aussi réunir un maximum de personnes pour, malheureusement, le jeu de mots revient souvent, faire du bruit autour de la cause de la pollution sonore et du bruit. Peut-être un mot rapide sur le label Quiet que vous avez créé, je pense l'année dernière, en 2024. Oui, tout à fait. Alors en fait, on l'a pas créé, mais on l'anime. En fait, il a été créé par le PNSE 4, donc le Plan national santé environnement 4. Il y a déjà l'Europe qui nous demande, l'Union européenne qui demande aux États de créer des espaces calmes, enfin, de prévoir des politiques qui sont en cette faveur-là. Après, il y a le PNSE 4, donc au niveau du gouvernement, qui a dit il faut prévoir des espaces calmes en France et les sanctuariser, si vous voulez. Et en fait, ensuite, nous, avec la Direction générale de la santé, donc le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, on a créé ce label et on le fait un petit peu avec le soutien de la Direction générale de la santé et du Conseil national du bruit, qui est l'instance politique et qui gère ça au niveau politique. Et nous, on est chargé de le faire vivre, ce label, de le lancer, en fait. Donc, on espère 100 espaces labellisés. C'est un label qui est gratuit et qui valorise les espaces calmes et les moments apaisés. Parce que quand on ne peut pas se défaire du bruit, il faut prévoir des sanctuaires où les gens peuvent trouver du calme. Et donc, on labellise ces espaces pour les mettre en valeur, en avant. Ça dédouanera jamais une collectivité ou une entreprise de ses obligations de lutter contre la Ça l'aide pollution mon propos. sonore. Ouais. Parce que Ah oui, donc il faut créer des espaces calmes, n'empêche pas que les espaces non calmes doivent être maîtrisés également. ah Donc, oui, donc totalement. Ouais, on insiste bien là-dessus, hein. Ça va pas, ça va dédouaner personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des lieux qui peuvent avoir lieu dans le public comme dans le privé. Donc, par exemple, la métropole du Grand Lyon a sanctuarisé, donc a obtenu le label pour des clairières au sein de ses parcs. Donc, c'est pas un parc public qui va être labellisé, mais ça va être un endroit où les gens vont pouvoir trouver du calme. Donc, où il n'y aura pas de jeu de ballon, où il y aura du mobilier urbain qui va faire des petites bulles au milieu des arbres, où on ne va pas tondre la pelouse, ou voilà. Mais il faut quand même que la personne qui souhaite labelliser l'espace et mène des actions en cette faveur-là. Sinon, c'est trop facile de labelliser son jardin, quoi, quand il est naturellement calme. Donc, et ça peut être par exemple les heures calmes au supermarché. Il y a plus en plus de supermarchés qui prévoient des heures calmes pour les personnes un peu sensibles. Et ben, du coup, ça pourrait être labellisé totalement. actuellement, et on retrouve tout ça sur un site spécifique pour le label Quiet? Sur le Sur le bruit.fr. bruit.fr, il y a une page label Quiet.
On peut aussi dire qui est, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, parce que C'est c'est un le mot vrai mot. français. C'est la C'est quiétude. l'inquiétude. Ouais. En effet, donc le label qui est, ou label Quiet, comme vous voulez, qu'on retrouve sur bruit.fr, qui est le meilleur moyen de contacter le CIDB. Oui. Et dessus, ou alors sur démarche simplifiée, il y a directement le dossier. Si on veut déposer un dossier et obtenir le label, c'est 15 minutes de remplissage d'un dossier en ligne. On vous demande pas grand-chose, puisqu'en plus, après, à l'étude, si on se rend compte qu'il manque des choses, on revient vers la personne. C'est simple et c'est fait exprès pour que ça fasse pas peur aux gens. Et on labellise de plus en plus de lieux, et c'est assez rigolo parce qu'il y a plein de lieux qui peuvent s'y prêter. Et on a labellisé récemment une plage. Why not? On peut labelliser un open space. Enfin, il y a plein de possibilités, donc il ne faut pas hésiter. C'est très créatif pour le début. Toutes les informations de ces appels, de ces demandes, euh, des 1000 à 2000 demandes que vous recevez chaque année, est-ce que de façon anonymisée, ces informations qui seraient accessibles en open data pour que des startups, des entreprises qui veulent innover puissent avoir de l'information? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà envisagé? Non, parce que en fait, alors c'est très lié à la santé. Donc tout ça, vraiment, nous, on peut pas fournir pour l'instant ces bases de données, puisque les gens nous font part de problèmes de santé importants parfois. Ils sont souvent en grande détresse psychologique, hein. C'est très difficile de subir des nuisances sonores pour la plupart. Donc non, pour l'instant, nous, notre utilité publique fait qu'on écoute, mais on ne fournit pas ces statistiques même. Après, nous, on a vraiment une vision d'ensemble, et nous, on peut la donner. Ça serait une bonne idée de faire état de ce que les Français subissent au quotidien en ce moment. C'est des données qu'on peut fournir de manière totalement statistique et anonyme au ministère, parce qu'en fait, nous, on fait des remontées de terrain. Et après, ça peut aider peut-être à proposer des lois, à changer la réglementation, tout ça. Mais pour le privé, aujourd'hui, on garde ça au chaud. Vous gardez ça au chaud. En tout cas, vous avez les données, l'information, et je pense qu'il va falloir améliorer aussi les collaborations publiques-privées si on veut réussir à faire avancer les choses. Ouais. Il y a énormément de choses à faire. Ce qu'on fait, ouais. Alors, ce qu'on fait par contre, c'est que comme du coup, on analyse ce qui se passe sur le terrain, nous ensuite, ce qu'on propose aux professionnels, c'est adapté à ce qu'il y a sur le terrain. Par exemple, si on propose un colloque, le sujet, on va pas le choisir au hasard. On va le choisir en fonction des besoins des particuliers et des professionnels. S'il y a un gros besoin sur les pompes à chaleur, parce que c'est un vrai fléau, le bruit des pompes à chaleur, on va faire un webinaire sur les pompes à chaleur. S'il y a un besoin sur les jeunes et le bruit, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, du coup, on va faire un colloque comme on le fait en fin d'année sur les jeunes et le bruit. Donc, et c'est pour ça qu'on a des partenaires et qu'on les consulte en permanence. Donc, on peut être aussi partenaire du CIDB. Faut pas hésiter à nous contacter. Ça permet d'avoir ce retour terrain. Canon. Canon. Je pense que c'est une belle conclusion. Justine, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé aujourd'hui sur le podcast Fighting Noise. Quelle est la meilleure façon de te contacter? Donc, tu disais bruit.fr ou les démarches simplifiées. Est-ce qu'il y a un intérêt à te contacter toi directement? Pas forcément pour les riverains, mais pour les entreprises ou pour des partenariats. Qu'est-ce que l'on peut faire pour toi finalement? Est-ce que quelqu'un dans l'audience qui écoute ce podcast pourrait faire pour toi? Toute personne peut me contacter, évidemment, mais le plus simple, c'est quand même de contacter le CIDB. On est polyvalent, on est tous experts, et puis après, ça permet d'une meilleure gestion de la demande. Après, moi, je suis spécialisée dans le juridique. Faut pas hésiter, si vous avez un dossier un peu compliqué et une question un peu complexe, moi, ça m'amuse d'y répondre. Voilà, non, c'est un peu, enfin voilà. N'hésitez pas à contacter le CIDB pour toute question de manière générale. Et puis, et moi, comme je suis à la communication, je suis avide de tout sujet novateur, de quelqu'un, une start-up qui a un projet, qui a même une solution. N'hésitez pas à m'envoyer communiqué de presse, dossier, parce que moi, après, je retransmets à travers nos différents médias, quoi. Bruit.fr, nos revues, on a 2 magazines, on a les réseaux sociaux sur lesquels on est très actifs. Et moi, je mets en avant ces solutions-là. Donc,
par exemple, la société Quiet, du coup, pour le coup, ça s'appelle aussi comme ça, qui a créé une vaisselle silencieuse pour les cantines et les salles de restauration. Bah, je les ai trouvés et ensuite, ils ont gagné les décibels d'or et puis ils ont eu des pages dans nos revues. Donc, il faut vraiment pas hésiter à m'envoyer toutes les communications. J'en On échange, cherche. on J'en cherche beaucoup. échangera hors antenne. J'ai listé une quarantaine de sociétés qui ont des solutions et je pense qu'il y a plein de choses à faire. J'ai tendance à poser la question pour finir de ce que tu peux faire aussi pour nos auditeurs et auditrices. Et je pense que c'était quasiment le thème de tout l'épisode. Donc, merci beaucoup de ton engagement et de l'engagement du CIDB pour la France et tous ses habitants. C'est canon et je pense que c'est pas notre dernière discussion. Il y aura plein de choses à faire. On va en faire une partie hors antenne pour laisser nos éditeurs et auditrices digérer toutes ces informations. Parler du bruit autour de vous, des conséquences du bruit autour de vous, c'est super important. Contacter et regarder en tout cas toute l'information et la documentation qui est hyper précieuse du CIDB sur bruit.fr. Et voilà, je pense qu'on est au début d'un grand changement, c'est ma motivation, donc je suis ravi d'avoir cette dynamique. Mais encore une fois, un grand merci. Je te laisse le mot de la fin. Comment tu veux conclure cette interview? Bah, merci pour l'accueil déjà sur ce podcast et puis ravi qu'il y ait de plus en plus d'initiatives dans ce genre-là et de médias qui s'y intéressent. Donc bravo. Merci Justine. Merci. Fighting Noise, a non-noise podcast.